Hop, tu m'entends? Yes. Alors, je peux pas mettre la vidéo, parce qu'apparemment, tu m'as pas autorisé. Ah, Moi non plus, je peux pas mettre la vidéo. alors, je vous mets co-hôte. Ça devrait marcher. Je vois déjà des attendees, ils sont pas connectés encore. Je sais pas. Bon, j'ai déjà partagé mon écran. Peut-être qu'ils nous voient déjà, les participants. Si c'est le cas, bonjour. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous voyez déjà. Bonjour Sabrina. Ah bah oui. Bon, on va commencer dans un petit instant. On teste juste si tout marche bien. C'est les aléas du direct. Ouais, Camille, tu peux me remettre en co-host, s'il te plaît? Super. Du coup, je vois qu'on a déjà quelques participants. Est-ce que vous pourriez écrire dans le chat si vous nous voyez? Apparemment, Si ils vous êtes nous bien là. Ouais, je crois qu'ils nous voient. Ils nous entendent. Très bien. Je vais partager mon écran. Super. Merci de nous avoir rejoints en tout cas. On espère que ce webinaire va vous intéresser. Super. Est-ce que vous voyez bien l'écran, Camille, Aude? Ah oui. Ouais, moi c'est bon. Parfait. Du coup, on va attendre encore un petit peu que d'autres personnes nous rejoignent avant de commencer. On va attendre midi pile. Encore un peu tôt. Je vais essayer de voir le chat en même temps si jamais on a des questions écrites. Ouais. On va se laisser jusqu'à midi 2, midi 3 avant de commencer. On est ravis que tu sois là aussi, Marie-Charlotte. Pour l'instant, donc 16 participants. Si jamais vous souhaitez vous présenter un petit peu dans le chat et dire ce que vous faites, n'hésitez pas. Comme ça, on vous connaîtra un petit peu mieux. Et oui, n'hésitez pas à partager dans le chat si vous avez un petit peu les sujets sur lesquels vous faites de la création de contenu. Ça peut être intéressant, ça peut amener des discussions intéressantes. Et puis, on pourra aussi probablement rebondir dessus pendant la présentation. Donc, vraiment, n'hésitez pas à partager vos profils et puis ce que vous faites.
Je laisse encore 2 minutes et puis on va lancer le webinaire. Puis les personnes se connecteront en cours de route. Et c'est justement tout ce qu'on va voir aujourd'hui. L'idée, ça va vraiment être de vous introduire un peu aux basiques de Pinterest, comment fonctionne la plateforme. Et puis, vous verrez, on a réservé quelques surprises dans le cadre du partenariat avec Talent Web Academy. Donc, on vous présentera tout ça. Et l'idée, c'est justement de vous accompagner et puis de répondre à toutes vos questions là-dessus. Alors, normalement, dans le chat, tout le monde devrait voir les messages de tout le monde. You can see your message. Bon, il est 12h02. Je vous propose qu'on commence. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'arriver. Les personnes pourront prendre en route le temps qu'on fasse notre petite intro. Donc, bienvenue à tous. Je suis très content de vous avoir connecté aujourd'hui à ce premier webinaire qu'on fait du coup avec Talent Web Academy. L'objectif pour nous, ça va être justement, comme je disais, de vous présenter Pinterest, de vous présenter Pinterest d'un point de vue créateur. Pourquoi c'est un moment intéressant pour venir sur la plateforme, qu'est-ce qu'on a comme outils qui vont vous permettre de construire votre audience, quelle synergie on va pouvoir aussi faire avec vos autres plateformes, parce qu'on sait très bien que le métier de créateur, c'est de créer aussi sur plusieurs plateformes et d'animer ces différentes communautés. Donc, je vous propose qu'on commence déjà par présenter un petit peu les intervenants de ce meeting. On est 3. Pour ma part, donc je m'appelle Maxime Roux, je suis en charge des partenariats France pour Pinterest et je suis accompagné du coup de Camille et Aude. Camille, je vous laisse la main. Donc, bonjour à tous, je suis Camille, je suis créateur spécialiste chez Pinterest donc pour la France. Et mon rôle, c'est d'accompagner les créateurs de contenu pour leur permettre de grandir sur la plateforme, d'être épanouis dans la création de contenu sur Pinterest. Et voilà, c'est ça que je fais. Donc, Aude, je te laisse te présenter. Oui, alors moi, du coup, c'est Aude et je suis chef de projet marketing chez Talent Web Academy. Et mon rôle, c'est de vous proposer à vous, les créateurs, différentes animations chez Talent Web Academy et en collaboration avec d'autres plateformes ou d'autres marques. Merci Camille, merci Aude. On vous laissera du coup un peu de temps à la fin pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Mais si vous avez des questions, vous pouvez quand même les écrire dans le chat. Si ça se prête vraiment avec ce qu'on est en train de parler, on pourra y répondre immédiatement. Mais sinon, le plus simple, ce serait que vous retenez toutes vos questions et qu'à la fin, du coup, on ait une discussion où on puisse y répondre et voir tout ça ensemble. On va voir pas mal de choses, même si ça va aller assez vite. L'agenda du coup du jour, ça va être de commencer d'abord par une introduction de Talent Web Academy qui va être faite par Aude. Et puis ensuite, on abordera les questions de pourquoi Pinterest, pourquoi c'est un bon moment pour les créateurs pour venir faire du contenu et créer une audience sur la plateforme, comment la plateforme fonctionne, quels sont les emplacements de diffusion des contenus, quels sont les formats qui sont mis à disposition des créateurs, comment en tant que créateur on se lance justement quand on n'a pas encore de compte Pinterest ou qu'on a un compte utilisateur mais pas encore un compte professionnel. Et puis enfin les next steps, puisque l'idée ici c'est de parler de l'ID Pins Creator Programme, qui est un programme exclusif qu'on fait avec Talent Web Academy pour justement onboarder des créateurs en leur apportant des supports et puis quelques possibilités de mise en avant exclusives dans le cadre du partenariat. Donc, on vous présente tout ça pour la suite des événements. Donc, je vais laisser la parole à Aude qui va rapidement nous représenter Talent Web Academy. Oui, alors pour commencer, oui, je vais vous présenter rapidement Talent Web Academy et ensuite je laisserai du coup la parole à Maxime et Camille pour vous parler de Pinterest et de notre programme exclusif ID Pins Creator Programme. Donc, comme vous le savez, Talent Web Academy est une plateforme qui met en relation les marques et les créateurs. Et nous appartenons à Webedia depuis 2018. Et cette année a été créé le label Webedia Creators qui regroupe toutes les activités d'influence. Donc, vous pouvez d'abord retrouver, vous avez 3 grandes catégories avec la nano-influence qui est plus réservée pour les consommateurs avec des tests de produits. Vous avez aussi la micro et la mid-influence avec Talent Web Academy. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la top influence avec Talent Web, donc au sein de Webedia Creator,
qui est réservé pour les créateurs avec une plus grosse communauté. Donc, comme vous avez pu le constater, pour vous donner des exemples concrets, enfin 2-3 chiffres rapidement, le nombre de collaborations a augmenté ces dernières années. Donc, en 2018, on était à 4 collaborations par an, pour arriver en 2020 à 120. Et cette année, on propose environ 85 collaborations. Et ce chiffre devrait doubler d'ici la fin de l'année. Donc, d'ici décembre, on devrait arriver à peu près à 200 collaborations. Et concernant le nombre de créateurs engagés, donc pareil, il y a eu une forte évolution avec 167, on était à 167 créateurs engagés en 2018 pour arriver à 3200 en 2020 et aujourd'hui on est environ à 2900. Donc pareil, c'est un chiffre qui devrait doubler d'ici le mois de décembre. Alors, je vous parle de cette évolution pour vous dire qu'il y a plein d'opportunités qui vont arriver sur Talent Web Academy et que justement, Talent Web Academy te permet de faire des collaborations en fonction de ton univers. Donc, comme tu peux le constater, sur notre plateforme, il y a différentes catégories. Donc, déjà, la mode et la beauté. Donc, on a un gros partenariat avec L'Oréal qui permet de proposer des marques telles que Yves Saint Laurent, Kiehl's, Lancôme, Diesel, etc. Concernant la food, on a aussi des marques très sympas comme Nescafé, Starbucks, Kellogg's. Le travel, donc ça va être aussi une catégorie qui va se développer d'ici la fin de l'année, mais vous pouvez déjà retrouver aussi des partenariats avec Atout France, Logis Hôtel, etc. On a aussi une partie tech avec des marques comme Weber, donc les barbecues Weber, Honor, et une marque un peu plus diverse avec d'autres marques comme EDF, ProRinel, etc. Avec Talent Web Academy, tu as aussi accès à des formations pour développer tes réseaux sociaux et t'aider à donner des petites astuces pour faire grandir ta communauté. Et justement, là, on donne aussi la possibilité d'évoluer au sein de Webedia. Donc l'avantage, comme je le disais, on a aussi Talent Web. Donc voilà, si ta communauté grandit et que tu as envie de proposer d'autres collaborations avec d'autres marques, on peut t'accompagner et te mettre en relation avec Talent Web par la suite. On propose aussi des animations internes, donc internes à Webedia. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi par exemple Prescription Lab, donc on peut vous proposer des jeux concours qu'il y a en ce moment sur notre plateforme. On a aussi un partenariat avec Allociné pour vous proposer des avant-premières de films qui sortent. Et on a aussi des animations externes, donc comme l'opportunité de participer à des programmes exclusifs comme le ID Pins Creator Programme qu'on a mis en place avec Pinterest et à qui je laisse désormais la parole. Merci beaucoup, Aude. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et aborder la question de pourquoi Pinterest. Donc, d'abord, on va rappeler quelle est la mission de la plateforme. C'est important de bien comprendre la mission de Pinterest et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est pour moi assez similaire à celle d'un créateur. On veut apporter à chacun l'inspiration pour créer la vie qui lui plaît. Donc, c'est vraiment une plateforme positive où les utilisateurs viennent trouver des idées pour réaliser et apprendre des choses, un petit peu comme vous le faites finalement tous les jours quand vous créez du contenu. Donc, si on regarde aujourd'hui l'audience de Pinterest, on est à 478 millions d'utilisateurs dans le monde qui viennent du coup tous les mois chercher l'inspiration sur la plateforme. C'est vraiment, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Pinterest existe depuis déjà à peu près 10 ans, donc on a une vraie antériorité par rapport aux plateformes actuelles qui peuvent monter, comme par exemple TikTok ou d'autres plateformes. Et en fait, a été très souvent cantonnée aux États-Unis parce que très populaire là-bas, avec du coup des équipes qui ont été plus petites sur les marchés internationaux, moins connues. Et du coup, finalement, c'est en ce moment qu'on est en train de vivre la pleine croissance de l'audience Pinterest en France, avec 37% de croissance des utilisateurs. C'est du jamais vu de notre côté. Et une audience française qui va aujourd'hui compter 19 millions de visiteurs mensuels uniques. Donc, véritablement, une très, très forte croissance par rapport à ce que pouvait être Pinterest il y a encore quelques années. Ce qui va être vraiment intéressant à creuser, c'est comment les utilisateurs viennent utiliser Pinterest finalement. Ils utilisent en fait la plateforme pour venir s'inspirer sur tout un tas de sujets pour réaliser leurs projets qui peuvent aller d'un projet très simple comme trouver une idée de recette pour le soir ou une tenue pour le matin, mais jusqu'à des projets aussi qui vont être beaucoup plus long terme, qui peuvent être organiser un mariage, qui peuvent être planifier un voyage autour du monde plusieurs années à l'avance. Donc ça va être vraiment des thématiques très différentes où les utilisateurs vont venir chercher des idées pour réaliser ces fameux projets.
On a du coup plusieurs grandes thématiques que vous allez pouvoir retrouver sur la plateforme, que les utilisateurs vont venir proactivement chercher. On a évidemment la déco, qui est un peu notre verticale emblématique. Et puis, on va avoir aussi la mode, la beauté, la cuisine, le do-it-yourself, qui est un petit peu en transverse de toutes ces thématiques-là. Le voyage, le bien-être, tout ce qui va toucher aussi à l'éducation, au parenting, un petit peu d'entertainment. Donc, finalement, beaucoup de thématiques qui vont être très lifestyle dans l'approche. Et au final, c'est 300 milliards d'épingles qui sont enregistrées dans plus de 6 milliards de tableaux chaque année sur la plateforme. Donc aujourd'hui, ce que les utilisateurs viennent surtout chercher sur Pinterest, c'est du contenu. Et du coup, leur objectif, c'est vraiment d'aller découvrir des créateurs qui seront capables de les inspirer, de les encourager, de les amener à essayer ou à apprendre des nouvelles choses. Et donc, c'est un véritable enjeu pour nous de vous accompagner le mieux possible et de vous montrer que Pinterest est vraiment une plateforme qui est pour les créateurs. Si on n'avait pas nos créateurs qui créent du contenu aujourd'hui, on n'aurait pas Pinterest n'existerait pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que 2021, en interne, c'est The Year of the Creators. Donc, toute la stratégie de la plateforme, la manière dont les formats vont évoluer, le support qu'on va pouvoir apporter aux créateurs de contenu, va être très orienté justement vers une plateforme qui va être de plus en plus créateur-friendly. Donc, comment fonctionne Pinterest? C'est le premier point, je pense, très intéressant à avoir en tête quand on est créateur de contenu. On est une plateforme qui est assez unique dans son approche parce qu'on n'est pas vraiment un réseau social. En même temps, on va quand même connecter entre des créateurs et des utilisateurs, mais les utilisateurs entre eux vont peut-être moins échanger que sur d'autres plateformes. On est un moteur de recherche, mais on n'est pas 100% un moteur de recherche non plus. On est plus un moteur de découverte visuelle. Donc, pour bien comprendre le fonctionnement, c'est justement cette logique de découverte visuelle où on va aller connecter en fait des utilisateurs qui vont venir sur la plateforme avec du contenu qui va les intéresser. Et ça va être très important dans la manière dont on va aborder le contenu et même la manière dont le contenu va être distribué sur la plateforme, puisque du coup, ce que ça veut dire, c'est que Pinterest, le reach sur la plateforme va bien au-delà du nombre d'abonnés, parce que la diffusion est basée sur la pertinence. Donc, évidemment, plus l'audience d'abonnés grossit, plus la diffusion sera forte, mais la majeure partie de la distribution va se faire en fait non pas auprès de votre communauté d'abonnés, dans un premier temps, mais auprès des utilisateurs qui s'intéressent à votre sujet. Donc, si vous êtes un créateur food, vous aurez, en plus de vos abonnés, tous les utilisateurs qui s'intéressent à la food sur Pinterest, qui pourront potentiellement voir vos contenus, même s'ils ne sont pas abonnés à votre compte. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que Pinterest va bien fonctionner en synergie avec d'autres plateformes. En fait, les utilisateurs vont venir vous découvrir sur Pinterest parce qu'il y a cette logique de recherche, de découverte d'idées, où en fait, on va venir taper idées recettes et puis on va nous proposer du contenu de plusieurs créateurs. Et puis, une fois qu'ils vous ont découvert sur Pinterest, qu'ils ont trouvé votre contenu pertinent, ils vont aussi pouvoir vous suivre sur vos autres réseaux. Ils vont pouvoir vous suivre sur Instagram, où ça va être peut-être une relation un petit peu différente de suivi, peut-être en plus de suivi de la vie de tous les jours. Là où sur Pinterest, ça va être très centré sur leur inspiration du moment. Donc, il peut vraiment y avoir des synergies assez positives entre votre audience Pinterest et votre audience Instagram, et même audience d'autres plateformes, qui ne vont pas venir vous suivre pour exactement les mêmes raisons, mais qui vous permettent de vous faire découvrir auprès d'une audience qui, de base, s'intéresse à vos sujets. Donc, pour parler des emplacements de diffusion, donc quand vous créez du contenu sur Pinterest, vous allez apparaître à différents endroits sur la plateforme. Le premier emplacement, c'est la page d'accueil. Donc, la page d'accueil, c'est la première page sur laquelle on arrive quand on se connecte à Pinterest. Cette page-là, c'est un flux qu'on appelle personnalisé. C'est une très grosse différence entre un flux d'actualité, qui du coup est plutôt ce qu'on va trouver sur les autres plateformes. Ce que ça veut dire, c'est que un flux personnalisé, en fait, ce sont les épingles qui sont le plus pertinentes pour un utilisateur à un instant T. Donc, si je suis en train d'organiser mon mariage et que du coup, je fais des recherches liées à ça, j'enregistre des épingles dans des tableaux qui sont liés à la thématique du mariage, on va me proposer du contenu dans mon flux personnalisé qui sont en lien avec le mariage, même si c'est des contenus qui ont été publiés il y a 1 an, il y a 2 ans, s'ils sont pertinents. Donc, en fait, la durée de vie du contenu sur Pinterest est beaucoup plus longue que sur d'autres plateformes. En moyenne, une épingle va gagner en distribution pendant 105 jours, ce qui est considérablement que ce qu'on peut avoir avec un flux d'actualité. Par contre, on va du coup avoir beaucoup moins ce sentiment de viralité aussi. C'est-à-dire que quand on fait un post, on ne va pas avoir en fait nos 300 000 impressions en 2 jours parce qu'on l'a échangé, on l'a publié à notre communauté. C'est quelque chose qui va durer plus longtemps, mais qui va mettre aussi plus de temps
à se mettre en place, parce que l'épingle va gagner en référencement, parce qu'on va voir que si le contenu est engageant, ça va être de plus en plus distribué sur le flux personnalisé des utilisateurs. Donc, il y a vraiment une notion de croissance de la distribution qu'on va peut-être moins avoir sur d'autres plateformes. Ensuite, on a l'onglet de recherche. Donc, c'est le deuxième, je dirais, c'est le corps du réacteur de Pinterest. Il faut savoir qu'entre la partie recherche et la partie flux personnalisé, on a à peu près l'équivalence en termes de temps passé et en termes de distribution de contenu. Donc, on a autant d'utilisateurs qui vont venir sur Pinterest en se disant je sais que les thématiques sont en phase avec ce que je recherche, donc je scrolle pour trouver des idées. Et parfois, je viens avec un projet un peu plus concret et je vais sur cet onglet de recherche. Donc cet onglet de recherche, c'est là où on va taper toutes nos intentions, idées recettes, idées de tenue pour la mi-saison, organisation voyage, idées de destination, enfin vraiment tous les sujets qui peuvent être liés aux grandes thématiques de Pinterest. Et on va avoir un référencement des épingles, comme tous les moteurs, qui vont permettre d'afficher les résultats les plus pertinents en premier, comme on pourrait l'avoir sur Google, une espèce de SEO. Donc dans ce cadre-là, on le reverra dans le cadre d'un deuxième webinaire peut-être plus spécifique à la création de contenu et aux conseils pour vous accompagner justement sur les premiers posts que vous pourriez faire. Mais il y a toute une logique à bien remplir ces mots-clés pour qu'on fasse le bon matching entre vos contenus et ceux des utilisateurs qui vont venir taper ces requêtes-là sur Pinterest et qui ne vous connaissent pas encore. Ensuite, autre point important, c'est cet onglet de recherche. Alors, c'est quelque chose de tout nouveau. Ça a été changé semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, vendredi. On l'a fusionné avec ce qu'on appelait notre onglet aujourd'hui. L'onglet aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un onglet tendance. En fait, c'est un onglet où nos équipes éditoriales vont regrouper les meilleurs contenus de nos créateurs et vont les mettre en avant en fait, sur Pinterest pour les montrer à tout le monde. Donc nous, c'est un outil qu'on va beaucoup utiliser pour mettre en avant justement les créateurs de contenu qui font du contenu de qualité, qui correspond aussi aux attentes des pinners, qui sont du coup nos utilisateurs. Et donc, à chaque fois qu'on va avoir des grandes thématiques, par exemple, si c'est la fête des pères et que vous faites un contenu inspirant et intéressant autour de la fête des pères, les équipes édito pourront vous mettre en avant. Il y a plein de choses comme ça qui font que tous les jours, on va mettre à l'honneur quelques créateurs, mettre à l'honneur quelques contenus directement et aussi faire des tableaux par thématique où on va venir piocher dans chacun de vos contenus pour vous mettre en avant et vous faire découvrir auprès de l'audience Pinterest. Donc, le troisième emplacement de diffusion, c'est tout ce qui va être contenu similaire. Donc, la logique, comme je le disais de Pinterest, c'est qu'on est un moteur de découverte visuelle. Donc, les utilisateurs arrivent avec des idées souvent assez générales, sans savoir exactement ce qu'ils vont faire. Pour prendre peut-être la différence avec un YouTube, sur un YouTube, on va taper une recherche de recettes assez spécifique. On va dire ce soir, je veux faire un apéritif végétarien, je vais taper apéritif végétarien sur YouTube. Encore que ça reste assez généraliste. Sur Pinterest, ils vont d'abord arriver avec une idée de se dire j'ai un dîner ce soir, où je dois m'habiller pour une soirée ce soir et je ne sais pas comment m'habiller, et du coup, je ne sais pas ce que je veux porter, donc en fait, je mets une requête vraiment très générale avec, par exemple, idée de recette, et je vais avoir des premiers contenus qui vont m'être proposés, un dessert, un apéritif, un plat, une entrée, et quand l'utilisateur va commencer à cliquer sur un premier contenu qui pique son attention, il va avoir d'autres propositions de contenu similaires qui vont lui permettre d'affiner ce chemin d'inspiration jusqu'à ce qu'il trouve la recette qui va lui plaire pour son dîner. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme on reste dans cette idée de découvrir, de découvrir plein d'idées, découvrir des contenus auxquels on ne pense pas forcément puisqu'on vient chercher de l'inspiration, on peut, dans cette phase de recherche de recettes, même si ce n'est pas une recette qu'on va faire ce soir ou une tenue qu'on va utiliser demain, on peut trouver des idées intéressantes et se dire, bon, je l'enregistre quand même et je retournerai le voir peut-être dans 2 mois parce que j'aurai un autre événement et ce n'est pas pour cette fois-là, mais c'est pour ça qu'on a cette logique d'enregistrement et de structuration des idées de nos utilisateurs. Donc voilà, c'est les 3 emplacements de diffusion du contenu. Je vais maintenant laisser la parole à Camille qui va nous parler un petit peu des formats qui sont à disposition des créateurs. Merci Maxime. Donc, on va parler des formats qui sont disponibles sur Pinterest et on va commencer par notre format historique en quelque sorte qui est l'épingle statique. Donc, c'est certainement ce à quoi vous pensez lorsque vous pensez à Pinterest, c'est le visuel de l'épingle statique. On peut aller à la slide suivante qui est tout simplement voilà, un visuel fixe. Ça peut être une image, ça peut être un montage photo avec du texte. Et en fait, c'est une image fixe qui vous permet à la fois de
proposer visuellement quelque chose d'inspirant aux utilisateurs. Et c'est aussi quelque chose qui est souvent utilisé pour générer du trafic vers un site web. C'est par exemple très souvent utilisé pour rediriger vers votre blog, vers votre chaîne YouTube, votre compte Instagram ou tout simplement un e-commerce. Donc, c'est quelque chose qui est à la fois visuel et source de trafic. Donc, c'est notre format historique qui est intéressant et souvent le plus connu. Mais nous avons également un autre format qui est notre format le plus récent et le plus créatif. Donc, c'est le format des épingles idées auquel on croit beaucoup et qui a vraiment été développé pour les créateurs de contenu et aussi avec les créateurs de contenu puisqu'on a lancé une première phase de test en quelque sorte avec des créateurs qui ont pu tester et nous faire des retours, plein de feedbacks super intéressants sur le format des épingles idées et on a donc pu l'améliorer pour qu'il corresponde aujourd'hui vraiment à un outil qui soit utile pour vous permettre de partager des idées, de partager des idées qui seront ensuite réalisables par les utilisateurs, puisque c'est réellement ça qu'ils cherchent lorsqu'ils viennent sur Pinterest, c'est être inspiré et ensuite pouvoir passer à l'action. Donc, les épingles d'idées, c'est un format qui est aujourd'hui réservé uniquement aux comptes professionnels. C'est pour ça, on vous en parlera un petit peu plus tard, mais on vous encourage vraiment à créer un compte professionnel sur Pinterest pour pouvoir débloquer d'autres fonctionnalités comme les épingles d'idées. Et c'est donc un format qui vous permet de créer un contenu sur plusieurs pages, jusqu'à 20 pages. Et en fait, ça vous permet de mettre des photos, du texte, de la vidéo, tout ce que vous voulez pour vraiment donner vie en fait à une idée et vous permettre aux utilisateurs de facilement suivre les différentes étapes ou les conseils que vous donnez pour réaliser cette idée. Donc, on peut passer à la slide suivante. Pourquoi les épingles idées sont uniques et pourquoi on vous recommande vraiment de tester ce format si jamais vous le souhaitez. Tout d'abord, parce que comme on le disait, les épingles idées, elles aident les utilisateurs à passer de l'inspiration à l'action. C'est vraiment un format qui a été imaginé pour aller plus loin que un visuel. On veut vraiment que vous puissiez partager davantage de détails de vos idées, par exemple que ce soit un tuto cuisine, une recette, un tuto maquillage, plusieurs idées de look ou des DIY. Le format des épingles idées vous permet d'aller plus loin dans les explications et donc d'inspirer encore plus les utilisateurs à tester vos recettes, vos DIY, toutes vos propositions en fait de contenu. C'est également un contenu qui n'est pas temporaire, en fait, qui va rester sur votre compte, qui sera toujours là. Et comme le disait Maxime, les contenus, en fait, ils ne cessent d'évoluer. Ils peuvent, par exemple, si c'est un contenu pour la fête des mères, gagner en notoriété tous les ans à la période de la fête des mères. Donc, ce n'est pas du tout comme une story. C'est peut-être ce qu'on peut se dire en voyant qu'on peut passer à la page suivante. C'est un peu le format story, mais c'est vraiment un format qui est fait pour rester, qui est fait pour être voilà, un format dans lequel vous avez passé du temps pour créer un contenu qualitatif et il restera sur votre compte. Il n'est pas temporaire. Et comme je vous le disais, vous pouvez aller plus loin dans vos idées en partageant jusqu'à 20 pages de contenu sur une épingle d'idées. Vous pouvez aussi très bien faire 3 pages si vous le souhaitez, ce n'est pas du tout un problème. Et chaque page, si c'est de la vidéo, peut durer jusqu'à 60 secondes. Donc, ça vous permet vraiment d'aller davantage dans le détail et de présenter un contenu qui est vraiment très complet avec une idée qui est expliquée de A à Z. Donc, c'est vraiment un format pour ça qui vous permet d'aller plus loin qu'une épingle statique classique. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver ces épingles d'idées? Concrètement, un petit peu partout sur Pinterest, que ce soit sur votre page d'abonnement, sur votre page d'accueil, sur votre profil à vous, elles seront bien mises en avant, mais aussi dans l'onglet recherche dont Maxime parlait. Ces épingles d'idées, elles sont vraiment trouvables partout. Donc, c'est un format qui a une très belle visibilité aujourd'hui, qu'on vous encourage à utiliser pour pouvoir développer à la fois votre visibilité sur Pinterest et également votre audience. Donc, c'est vraiment un format qui a une belle visibilité et qu'on vous conseille de tester. Alors, rapidement, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais on voulait vous parler un petit peu plus de la composition idéale d'une épingle d'idées. Donc, l'idéal, c'est de faire plusieurs pages. Tout d'abord, comme vous l'expliquez, c'est pour aller davantage dans le détail, donc utiliser cette possibilité de faire plusieurs pages sur une épingle d'idées. Et on vous conseille de commencer par une vidéo, tout simplement parce que la vidéo va vraiment accrocher l'utilisateur, ça va accrocher l'œil, ça va capter son attention. Et la première page d'une épingle d'idées,
C'est un peu comme la couverture d'un livre, en fait. Il faut que le visuel donne envie. Si c'est une vidéo, ça va encore plus donner envie puisque c'est dynamique. Ça va me présenter le résultat de ce que vous proposez, en fait, comme tutoriel, comme DIY, comme idée de recette. Et on vous conseille aussi de toujours mettre un titre pour que voilà, les utilisateurs aient vraiment une idée de ce qu'ils vont regarder. Et c'est ça qui va leur donner envie. Et par la suite, vous pouvez créer différentes pages selon le nombre de pages dont vous avez besoin pour vraiment faire votre démonstration. Et vous pouvez faire soit de la vidéo, soit de l'image selon vos besoins. Et à la fin, ce qui est important sur Pinterest, notamment avec les épingles d'idées, c'est de faire un petit appel à l'action, de proposer en fait à vos abonnés ou aux utilisateurs qui vont peut-être vous découvrir d'enregistrer l'épingle d'idées si jamais elle leur a plu pour plus tard, parce que c'est vraiment l'interaction qui va pour nous le plus compter, qui va vraiment le plus signifier que l'utilisateur a été intéressé par votre contenu et qu'on devrait lui proposer plus de contenu de votre page. Donc, on conseille vraiment de faire un petit appel à l'action comme ceci, donc enregistrer l'épingle, la liker et s'abonner à votre compte, puisqu'on est là pour vous partager aussi des conseils pour développer votre audience sur Pinterest. Et à la fin des épingles d'idées, il y a automatiquement une page d'abonnement pré-remplie par Pinterest qui s'affichera comme ça. Les utilisateurs auront forcément le lien vers votre compte et pourront s'abonner très facilement. Les épingles d'idées, c'est un format qui est facile à éditer. Donc, l'équipe produit a fait un très beau travail de créer un outil dans l'application, en fait, qui vous permet de faire du montage vidéo, des choses voilà, qui peuvent être quand même un petit peu poussées. Vous pouvez vraiment découper les vidéos pour qu'elles durent pour les redécouper pour qu'elles correspondent aux images que vous voulez montrer. Vous pouvez ajouter du texte, vous pouvez ajouter beaucoup d'éléments en fait, qui vont vous permettre de donner de la personnalité aussi et un branding en quelque sorte à vos épingles d'idées. Et vous pouvez voilà, ajouter de la musique, ajouter des stickers, vous pouvez ajouter des identifications. Donc, il y a vraiment plein de façons de personnaliser votre épingle d'idées et de faire en sorte qu'elle soit à la fois claire et facile à suivre pour les utilisateurs et aussi qu'elle représente votre personnalité. Donc, on a quelques exemples d'épingles d'idées qu'on a vraiment beaucoup aimées. Je ne sais pas si, Maxime, tu veux qu'on montre un petit exemple, par exemple. Alors, je vais essayer de cliquer. J'espère que ça marche. Sinon, on vous enverra les liens. Oui, on vous enverra les liens dans la présentation. Donc là, si vous voyez bien mon écran, vous voyez toujours en fait là. Il faudrait que je change de table, j'imagine. Sinon, on pourra envoyer. Ouais, je pense qu'on vous enverra les liens, mais c'est quelques créateurs qui ont démarré au tout début sur la bêta des ID Pins. Et du coup, c'est des contenus assez différents, food, beauté, sport, qui illustrent bien la manière dont le format peut être utilisé. Et voilà, chacun, avec quelques publications, a réussi à construire une audience assez intéressante sur Pinterest. Donc, on vous enverra la présentation pour que vous puissiez les retrouver et puis vous inspirer pour vos contenus après. Tout à fait. Par exemple, Nina Métayer, elle a 3000 abonnés aujourd'hui sur Pinterest et elle a une épingle d'idées qui a fait près de 800 000 impressions. Donc, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants. Anaïs Grangerac, pareil, elle est passée de 0 à 11 000 abonnés en 6 mois sur Pinterest en postant 12 épingles d'idées. Donc, ça montre vraiment la belle visibilité que peuvent vous apporter les épingles d'idées. Et c'est pour ça aussi qu'on vous encourage à tester le format parce qu'on y croit beaucoup. On a ici une quote, une petite citation d'Alicia du compte Paulette qui fait de très beaux contenus maquillage. Elle est très, très talentueuse et elle nous dit que les épingles d'idées lui ont permis de gagner en visibilité. Elle est passée de 200 000 vues mensuelles à pratiquement 2 millions en 6 semaines. Donc, encore une fois, une très belle success story pour Alicia. Et on a aussi un très joli témoignage de Léa de Je ne suis pas jolie avec qui on travaille et qui, de la même façon, apprécie les épingles d'idées. Ça lui permet vraiment de développer des contenus positifs, de partager ses idées avec sa communauté. Et on est vraiment très heureux que ce soit un format qui lui plaise et on aime toujours beaucoup entendre des retours aussi positifs de la part des créateurs parce qu'on a vraiment développé ce format pour ça, pour qu'il soit utile pour les abonnés et les utilisateurs de Pinterest. Donc, ça fait toujours très plaisir d'avoir de beaux feedbacks comme ça. Alors, on va vous parler un petit peu plus des premiers pas. On va aller assez rapidement dessus. Mais on voulait vous parler tout d'abord de comment switcher votre compte personnel en compte professionnel si vous ne l'avez pas déjà fait. Peut-être que, normalement, je pense que
quasiment tout le monde avait un compte Pinterest ici. Donc, si jamais vous avez un compte professionnel, c'est top. Si vous avez un compte Pinterest classique, on vous conseille vraiment de le transformer en compte professionnel. C'est très, très simple. Il vous suffit de faire une petite manipulation. Vous allez dans vos paramètres. Ensuite, vous cliquez sur déverrouiller les outils professionnels. C'est très simple. C'est juste une manip à faire et ensuite, vous aurez accès à davantage de fonctionnalités. Et voilà, c'est vraiment très simple. Vous pouvez aussi le personnaliser, votre profil, pour qu'il corresponde complètement à votre image de marque. Même si vous êtes un créateur de contenu, j'imagine que vous avez une image de marque. Donc, vous pouvez tout à fait personnaliser votre compte pour qu'il corresponde vraiment à votre univers et que les gens reconnaissent en quelque sorte que c'est votre compte à Pinterest à vous. Et enfin, vous pouvez revendiquer vos comptes. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et qu'on vous conseille vraiment de faire. Ça vous permet en fait déjà de lier tous les comptes sur les réseaux sociaux que vous avez, mais aussi ça peut vous permettre, par exemple, si quelqu'un poste une photo de votre blog, eh bien, les statistiques de cette photo, eh bien, ça prendra en compte les vues sur les autres tableaux des autres personnes. Donc, c'est quelque chose qui est important et c'est pour ça qu'on vous conseille de revendiquer vos comptes. Donc, ça, pareil, vous pourrez retrouver les étapes vraiment détaillées. Bon, déjà sur l'aide Pinterest, et puis on pourra vous aider si jamais vous avez besoin d'aide, mais c'est plutôt simple et intuitif. Alors, les next steps. Donc, pour continuer dans le cadre de ce Idea Pins Creator Programme, on a imaginé en fait une prochaine session, donc qui sera un kick-off un petit peu de ce programme créateur que l'on a imaginé pour vous, et on vous aidera en fait à construire votre communauté sur Pinterest en publiant des épingles d'idées. Vous pourrez donc débloquer des bonus exclusifs comme par exemple le check rouge de la certification de Pinterest. On pourra aussi mettre en avant les contenus, voilà, des contenus qu'on trouve qualitatifs et pertinents sur l'onglet recherche maintenant de Pinterest. Et vous pourrez aussi peut-être être sélectionné pour être notre créateur du mois que l'on met donc en avant sur différentes plateformes comme notre newsletter, le compte Instagram. Et il y aura aussi un partenariat avec une diffusion sur des écrans vidéo, donc plus de 1800 en France. Donc voilà, tout ça, ce sera possible si vous avez envie de nous rejoindre pour ce programme Idea Pins Creator Programme, qui vous permettra d'avoir des conseils, des bonnes pratiques, davantage voilà, de vraiment conseils techniques sur comment créer le meilleur contenu possible sur Pinterest, comment créer les meilleures épingles d'idées. Donc voilà, tout ça, ce sera à partir du 20 juillet. On vous enverra toutes les infos très rapidement. Donc voilà, on espère que ça vous plaira. Donc on a hâte de savoir qui aura envie de participer avec nous à la prochaine session qui ira un petit peu plus dans l'opérationnel et la technique pour aller un petit peu plus loin dans la création de contenu sur Pinterest. Merci Camille. Donc en effet, on vous enverra suite à ce webinaire du coup un mail d'inscription si vous souhaitez participer à ce programme-là. L'idée du coup, ce sera vraiment dans un deuxième temps de rentrer dans l'opérationnel, de voilà comment fonctionne l'ID Pins, quels sont les sujets qui peuvent marcher, partager peut-être quelques insights sur aussi les tendances actuelles de Pinterest pour que vous créez vos premiers contenus. Et comme le disait Camille, tout un tas de possibilités de mise en avant qu'on a sur lesquelles on s'est posé pour dimensionner ce programme pour vous, qui pourrait vous aider dans un premier temps pour tout de suite amplifier votre visibilité et votre communauté sur Pinterest. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence enfin, si vous avez des questions, qu'on puisse les traiter ensemble. J'ai vu dans le chat, on n'a pas eu beaucoup de questions, mais j'ai vu un point notamment passer à propos d'Android. C'est vrai qu'aujourd'hui, la version des ID Pins sur Android est moins développée que la version sur iOS, où on va avoir un petit peu moins de fonctionnalités. Mais on a prévu en tout cas de mettre à jour la version Android et du coup de la matcher au même niveau de fonctionnalité que iOS. D'ici quelques semaines, donc normalement courant juillet, toutes les fonctionnalités qui sont aujourd'hui disponibles sur iOS le seront aussi sur Android. En cas d'absence, on pourra tout à fait vous envoyer un replay. L'important soit surtout que vous vous inscriviez à ce programme pour qu'on puisse du coup vous contacter. On vous partagera du coup les informations en vous partageant le recording pour ceux qui n'ont pas pu être là, mais qui se sont quand même inscrits au programme. Et puis comme ça, vous pourrez voir tous les éléments pour débloquer les différentes mises en avant qu'on a préparées pour vous. Si jamais tu es en bloc trip, ça peut être d'ailleurs un bon moment pour, en rentrant du bloc trip, faire des épingles idées sur ce sujet.
Complètement. Donc, C'est un peu la tendance. je sais pas si vous avez, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez soit, alors peut-être, je sais pas si dans le cadre d'un webinaire, on peut prendre la parole, mais sinon, vous pouvez continuer de poser vos messages dans le chat. On a encore un petit peu de temps devant nous pour y répondre. Alors, c'est une bonne question. Le référencement des épingles ne fonctionne pas comme sur Insta avec les hashtags. On peut mettre des hashtags si on le veut, mais en fait, le hashtag sera vu vraiment comme un mot-clé comme un autre. Donc, à moins qu'un utilisateur aille taper directement un hashtag dans la barre de recherche, en fait, comme on a un vrai moteur de recherche, tous les mots-clés sont bien pris en compte dans le référencement. Donc, on va moins avoir cette dynamique de hashtag parce que les utilisateurs vont venir taper des requêtes complètes sur Pinterest et on va aller matcher ça à un compte. Donc, on peut mettre des hashtags si, par exemple, on a fait un contenu qui est en phase avec, par exemple, la fête des pères. Peut-être que ça peut être intéressant de mettre un hashtag fête des pères. Mais en soi, si on écrit tuto DIY ou conseil ou idée de cadeau pour la fête des pères, c'est déjà quelque chose qui sera bien référencé et le système arrivera à le matcher par rapport aux requêtes des utilisateurs. Donc, le hashtag est là, mais il n'est pas du tout nécessaire dans la manière dont le contenu va être distribué. Est-ce mauvais de faire un lien des posts Insta vers Pintoffice? Alors, je ne suis pas sûr de voir ce que ça veut dire. Je ne sais pas non plus. Je sais pas, ouais. Alors, vous trouvez l'option, s'il vous plaît. De quelle option il s'agit? Je vois la question. Trouver l'option, s'il vous plaît. Comment? La musique, je crois. D'accord, c'est l'option musique. Donc l'option musique, en fait, alors ça dépend si c'est sur Android. Sur Android, l'option musique n'est pas encore disponible. Par contre, elle l'est sur iOS. Et si c'est iOS, en fait, elle apparaît juste à côté de la partie texte couleur. Donc l'univers le plus sollicité aujourd'hui sur Pinterest, on n'en a pas véritablement. Je dirais que l'audience déco est toujours probablement la verticale qui est un petit peu plus développée que les autres. On va avoir vraiment toutes les grandes verticales lifestyle qui sont quasiment équivalentes dans le sens où tout ce qui va toucher à la déco, la beauté, la mode, le DIY et la cuisine, c'est vraiment nos cœurs d'audience. Donc ces audiences-là sont à peu près de taille équivalente. Chacune se battant sur les premiers niveaux de requête. Je crois que la requête la plus tapée, ça doit être recette de cuisine et la première, ça doit être idée déco. Et après, on va quand même avoir des audiences qui sont encore très importantes sur le bien-être, qui va regrouper un petit peu le sport, les conseils santé, le manger healthy qui est un peu entre le bien-être et puis la food. Donc vraiment, toutes ces thématiques-là sont importantes. Et finalement, les thématiques les plus recherchées sont probablement les thématiques aussi où on va avoir le plus de contenu. Donc, une petite thématique bien travaillée peut être aussi une bonne opportunité pour justement bien ressortir sur Pinterest. On a une question d'Aurore qui demande si c'est possible de créer une épingle idée depuis l'iPhone ou seulement depuis l'ordinateur. On peut tout à fait créer des épingles idées depuis les deux. Il y a des gens qui préfèrent le faire sur mobile parce que c'est plus simple, mais c'est tout à fait possible de le faire sur ordinateur également. Donc, est-ce que je vois une question de faire beaucoup d'épingles dans un même tableau? Est-ce que c'est mieux qu'un max de tableaux? Donc, c'est une très très bonne question. On en reparlera probablement dans le kick-off sur la partie un peu plus opérationnelle. Mais en effet, le volume d'épingles qu'on va avoir dans un tableau va rentrer dans le référencement. Donc, c'est important dans chaque tableau d'avoir un minimum d'épingles présents pour que le tableau soit bien référencé. Donc, on ne va pas faire un tableau si on met juste 6 ou 7 épingles dedans. On va essayer plutôt de viser entre 30 et 40 épingles minimum par tableau. Et du coup, si jamais on n'a pas ce volume d'épingles-là, en fait, on va pouvoir faire ou si on a un sujet très spécifique où on a parlé d'une tendance mode particulière où on n'aura que 6 ou 5 épingles, on va pouvoir la mettre en fait en sous-tableau d'un tableau principal. Donc le référencement se fait vraiment au niveau des tableaux. Donc on peut avoir une thématique dans ces cas-là plus généraliste, par exemple mode ou mode été. Et dans mode été, on va avoir plusieurs sous-tableaux qui vont chacun avoir entre 5 ou 10 ou 15 épingles. Et l'important, c'est que le tableau principal, la thématique principale, est environ 30 ou 40 épingles.
Et c'est important quand même, du coup, de ne pas tout mettre dans le même tableau, parce que chaque tableau va avoir une description dans laquelle on va pouvoir rajouter, du coup, du texte. Et les descriptions de chaque tableau vont permettre à l'algorithme de bien comprendre quels sont les contenus qui sont dedans. Et donc, ça va aider au référencement. Donc, en fait, plus on a de tableaux, mieux c'est, mais en s'assurant qu'on ait un minimum d'épingles par tableau d'environ 30 ou 40 épingles. Je lis des questions en même temps. Camille, n'hésite pas si jamais tu as des questions sur lesquelles tu veux rebondir. Oui, ça marche. Directement, c'est pas sur tous les réseaux. Alors, concernant le fait de partir, par exemple, sur des univers qui sont un peu moins recherchés, c'est tout à fait possible de le faire. Au contraire, un sujet qui peut être un peu moins recherché, mais lorsque le contenu est bien fait, comme le disait tout à l'heure Maxime, ça peut être très intéressant et ça peut justement permettre des opportunités parce qu'il n'y a pas forcément autant de contenu. Donc, peut-être que votre contenu sera un peu plus visible, mais c'est tout à fait intéressant, au contraire, de faire du contenu sur l'univers des enfants. Ça peut tout à fait entrer dans nos verticales. Dans nos verticales. Et puis l'univers des enfants, on a le parenting qui est une très Mm. très grosse audience chez nous aussi. Donc au contraire, c'est quelque chose qui peut très bien marcher et qui va être assez large en termes de thématiques, hein. Ça va chercher des idées d'activités, des conseils d'éducation. Enfin, il y a vraiment de la place pour tout. Donc je vois la question de Mathilde par rapport à ce que tu disais sur les posts. Donc quand on poste sur Instagram, alors on peut, si on a une publication automatique sur Pinterest, on peut le faire, ça fera toujours une épingle de poster, mais c'est vrai que ça ne va pas rentrer. Alors déjà, on ne pourra pas faire des épingles idées avec des posts automatiques de cette manière. Là où une épingle idée, c'est vraiment le format qui va vous permettre surtout de bien gagner en distribution parce que, à l'inverse des formats historiques, photos ou vidéos de Pinterest, qui du coup mettent beaucoup de temps à être référencés mais peuvent bien marcher sur la durée, l'épingle idée, elle a ce modèle de distribution très basé sur l'engagement. Donc une épingle idée qui fonctionne bien, même si vous avez 0 abonné mais que vous faites un bon engagement, vous pouvez très bien décoller en termes de diffusion. Donc c'est surtout ce format-là qui va être intéressant quand on commence. Donc si vous faites un post directement sur Instagram qui est ensuite redirigé sur Pinterest, le post il ne sera pas en épingle idée déjà. Et ensuite, il ne sera pas complètement optimisé parce que du coup, vous n'allez pas pouvoir construire votre description, votre titre d'épingle aussi bien que si vous l'aviez fait manuellement. Et ça va rentrer dans le référencement. Et d'ailleurs, souvent, sur une publication Insta, on ne va pas utiliser les mêmes mots que sur une publication Pinterest pour la simple et bonne raison que sur Insta, on va parfois faire des jeux de mots ou utiliser une phrase qui va être, je dirais, jolie, qui va faire rigoler, par exemple, les personnes quand elles vont regarder pour avoir ce côté un peu catchy. Là où Pinterest, il faut vraiment dans nos titres de description, on soit le plus descriptif possible pour que justement tous les mots soient référencés. Je prends un exemple de quelqu'un qui avait fait un voyage sur la côte, enfin une mini review vidéo sur la côte bleue qui est à côté de Marseille. Et le titre de l'épingle, c'était Bon baiser de la côte bleue, qui avait un côté un peu poétique. Donc ça marche, ça peut très bien marcher sur Instagram. Par contre, Bon baiser de la côte bleue sur Pinterest, ça marche pas parce que Bon baiser, ça va pas référencer le système dans le bon sens. Donc il aurait mieux fallu faire la côte bleue comme alternative de voyage au Calanque ou des choses comme ça qui vont être vraiment des mots-clés concrets qu'on va retrouver dans les requêtes des utilisateurs. Alors, on a une question de Monsieur Jetlag qui dit: je n'ai pas compris si les épingles idées proposent aussi du son ou que des images et vidéos. En fait, on peut créer une épingle idée avec différents contenus qu'on va mettre dans cette épingle. Ça peut être de la vidéo qui a du son, ça peut être une image. Et ensuite, on peut y superposer soit une voix off, soit rajouter une image, une musique, pardon. Donc, c'est assez libre. On vous en reparlera un petit peu plus en détail sur vraiment la construction et la fabrication d'une épingle idée dans la prochaine session. Mais voilà, on peut vraiment superposer du son en plus si on le souhaite. Je vois une autre question intéressante. Est-ce qu'on doit faire des tableaux créateurs et des tableaux utilisateurs? Pas du tout. On peut très bien. Alors, la logique, si on prend Pinterest, justement, il y a 10 ans, quand la plateforme venait de se créer, on avait des comptes qui généraient beaucoup d'abonnés en faisant uniquement ce qu'on appelle de la curation, c'est-à-dire en sélectionnant les meilleures épingles qu'ils ont vues, etc. Aujourd'hui, un compte ne peut pas être 100% distribué s'il fait que de la curation et qu'on n'a pas vraiment un créateur de contenu derrière. Par contre, ça reste toujours intéressant, la logique de curation, elle existe toujours, donc ça peut être un moyen de rajouter des épingles dans vos tableaux. Et au contraire, je pense que c'est intéressant quand on a un créateur, si on est par exemple, on travaille sur la mode et que du coup on a une expertise sur la mode, de mettre les contenus qu'on va créer à côté de contenus qu'on a repérés, qu'on trouve intéressants et qui vont venir illustrer peut-être ce que vous avez vu dans votre épingle idée
où vous allez par exemple expliquer dans votre épingle d'idées comment s'habiller pour la mi-saison. Et en même temps, dans le même tableau, vous allez sélectionner des produits, des épingles de compte média que vous voyez avec des visuels qui vont venir illustrer le type d'habit que vous avez abordé dans votre discussion d'épingle d'idées. Donc, pas du tout. On peut très bien mélanger les deux et probablement que les comptes que vous allez, enfin, les contenus que vous allez créer seront plus publiés, mais ça va permettre aussi d'augmenter et de référencer bien le compte du créateur. Vas-y, Camille. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un nombre de pages minimum pour une épingle d'idées? On peut fondamentalement en faire une qui fait une page, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on recommande. On recommande vraiment fortement de faire au minimum 2-3 pages. Donc après, on peut aller jusqu'à 20, mais nous, ce qu'on conseille vraiment, le minimum, ce serait plutôt 2-3. Je vois une autre question justement par rapport qui peut rejoindre un peu cette question-là. Est-ce que c'est pertinent de partager des vidéos courtes de dessin d'Anastasia? Donc les vidéos courtes de dessin complètement déjà parce qu'on a beaucoup de personnes qui viennent rechercher des tutos de dessin sur Pinterest. Si la vidéo est courte, on va évidemment pas faire 15 étapes dans l'épingle idée. Mais cela dit, ça peut être intéressant d'en faire quand même 2. Une première qui va vraiment faire office de couverture, où on va voir peut-être le dessin terminé avec une vue de la créatrice ou du créateur et un titre qui va expliquer comment faire tel dessin facilement. Et l'étape d'après, si le tuto ou la vidéo fait moins d'1 minute, on voit cette vidéo-là de la manière dont le dessin a été réalisé. On a, malgré le fait que le format est plutôt conçu pour qu'on ait plusieurs étapes, on a déjà des créateurs, alors surtout aux États-Unis parce qu'ils ont un peu plus d'avance sur nous, qui, avec des épingles d'une seule étape, ont réussi parce que l'engagement est bon. Et encore une fois, ça reste la priorité. Un contenu qui est engageant, peu importe comment il est fait, s'il est engageant, il sera vu. Et qu'on réussit à faire via des épingles idées d'une seule étape, des contenus qui étaient très activables et qui, du coup, ont vraiment suscité l'intérêt. Donc, on peut toujours faire du test and learn, mais c'est vrai que c'est plutôt recommandé d'avoir une page de présentation et ensuite la vidéo en tant que telle. Il y a beaucoup de questions. Le chat est tout petit, Ouais. donc c'est pas super pratique. Alors, est-ce qu'il y a une fréquence de poste à recommander? Alors, pour les épingles statiques, Maxime, tu as peut-être un insight intéressant à partager. Pour les épingles idées, ce qu'on conseille souvent, c'est que l'important, ce n'est pas nécessairement la fréquence, mais davantage la régularité. Par exemple, ça ne sert pas vraiment à quelque chose de partager le même jour 4 épingles idées. Il vaut mieux les partager une par semaine, tout simplement parce qu'en termes de visibilité, ça va être mieux. Donc, la fréquence, on va dire la régularité est peut-être plus importante que le fait de vraiment partager en une fois plein de contenu. Complètement. Et sur les épingles statiques, honnêtement, vu la manière dont la plateforme évolue, je resterai concentré vraiment sur les épingles idées. Les épingles statiques, c'est quelque chose qui a toujours son sens, mais si vraiment on a des gros volumes de contenu, donc les médias le font toujours beaucoup parce qu'ils vont publier 2-3 articles par jour. Donc si on veut vraiment parfait en épingles statiques, il faut quand même avoir cette capacité de régularité de publication et de volume qui va être assez forte. Là où les épingles idées, comme le disait Camille, si on est régulier, et même si on n'en fait pas beaucoup et qu'elles sont bien, on pourra très bien avoir une distribution très importante. J'ai vu une question sur Tailwind pour tout ce qui est programmation. Donc pour l'instant, on ne peut pas encore programmer les épingles idées, mais évidemment, c'est prévu parce qu'on sait que c'est un outil très important pour les créateurs. Donc les équipes sont déjà en train de travailler dessus. Alors je vois une question sur l'audience. Je pense que c'est important de bien préciser ça. Où était la question? J'ai perdu ça. J'ai un autre chat. C'est là. Donc, en fait, comment ça fonctionne l'audience sur Pinterest? Vous allez avoir deux types d'audience. En fait, vous allez avoir les vues mensuelles, qui sont le nombre de personnes qui voient vos contenus, et vous allez avoir votre audience d'abonnés, donc le nombre d'abonnés, qui vont aussi voir vos contenus, mais qui vont pas être les seuls. Et donc, souvent, quand on fait du contenu, ça va être peut-être un petit peu moins le cas avec enfin, quoi que non, en fait, c'est toujours le cas. On va avoir un pourcentage de gens qui vous suivent, qui vont vous voir, comme l'avait montré Camille dans un slide avant, avec le following stream, où ils vont vous voir publier, chaque fois que vous avez publié une épingle idée, ils vont la voir apparaître sur la page d'accueil. Mais à côté de ça, vous avez toute l'audience qui ne vous connaît pas encore, mais qui s'intéresse à la food, à la beauté, à la mode, au parenting ou tout ce que vous voulez, qui verra vos contenus et qui ne seront pas obligés d'être abonnés ou de s'abonner après, mais qui le verront juste ponctuellement. Donc vous allez avoir en fait une audience d'utilisateurs touchés par votre contenu,
C'est vraiment au nombre de vues mensuelles qu'on va voir la puissance de distribution d'un compte. Et puis, vous allez avoir le KPI abonné, qui va être un autre KPI intéressant à suivre, mais qui va être moins primordial que ce que peut faire, que ce que va représenter les vues mensuelles. Donc, on a des comptes qui ont peu d'abonnés, mais qui pour autant vont avoir une très grosse distribution et vont toucher beaucoup de personnes et donc avoir une audience très large sur Pinterest. Alors, pour ce qui est des vues aussi sur les épingles qui ne nous appartiennent pas, c'est-à-dire que quand vous enregistrez une épingle, vous la rajoutez, en fait, vous la dupliquez et vous la mettez dans votre tableau. Donc, en fait, si vous avez beaucoup d'abonnés et que vous enregistrez une épingle, votre épingle, elle est diffusée aussi à votre audience. Donc, le créateur original qui a créé l'épingle, il verra toutes les statistiques cumulées, où il verra que son épingle a été enregistrée 200 fois et que lui, il a fait tant de milliers d'impressions et qu'à côté de ça, les autres créateurs ont généré tant de milliers d'impressions. Mais comme c'est aussi, ou en tout cas c'était une phase importante de Pinterest de faire de la curation et du coup de sélectionner les meilleurs contenus, mais quand vous faites un tableau sur une thématique et que vous enregistrez des épingles, vous avez des gens qui, via votre tableau, vont tomber dessus et donc vous allez faire des impressions avec un contenu qui n'est pas le vôtre. Mais en termes de distribution, ce sera toujours beaucoup moins important qu'un contenu que vous avez créé et publié. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas, Camille, si tu en as vu une que j'aurais loupée. J'ai l'impression qu'on a tout fait, mais n'hésitez pas si jamais vous en aviez d'autres ou si jamais on a oublié votre question, mais il me semble qu'on a répondu à tout. En tout cas, voilà, on se rapproche aussi de la fin. Alors, dernière question, doit-on s'adresser à une communauté locale et internationale? Alors, pareil, très bonne question. Il y a beaucoup de bonnes questions aujourd'hui. Alors, on peut s'adresser à une communauté locale et internationale. En fait, il faut quand même savoir que quand vous avez un compte France, on va privilégier la distribution auprès d'une audience qui va être française. Donc, vous aurez plus de chances d'être vu en France qu'à l'international. Pour autant, tous les contenus, on reste une plateforme qui référence tous les contenus. Donc, quelqu'un aux États-Unis qui soit parle français va tomber sur des contenus français s'il tape des requêtes en français. S'il tape des requêtes en anglais et que vous avez un contenu anglais, il va trouver les créateurs locaux, mais il va aussi trouver éventuellement des créateurs internationaux qui font du contenu anglais. Donc, vous pourrez, si vous faites du contenu français et anglais, être diffusé en France et aussi dans d'autres pays. Maintenant, si vous avez vraiment beaucoup de contenu en anglais et beaucoup de contenu en français, on va peut-être recommander plus d'avoir un compte anglais, un compte français, puisque du coup, si vous publiez régulièrement du compte anglais, autant avoir un compte US, par exemple, qui va vous permettre d'être plus présent sur l'audience US, qui du coup sera majoritairement plus intéressée que si vous faites ça sur votre compte français, qui sera du coup plutôt plus distribué en France qu'aux États-Unis. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Il y a pas de. C'est vraiment juste une question si vous avez beaucoup de contenu dans deux langues, autant avoir deux comptes pour favoriser la distribution localement. Si c'est de temps en temps vous voulez faire des contenus en anglais, si vous voulez poster sur votre compte français, ça marchera quand même et vous toucherez du coup une audience mixte entre la France et les pays internationaux. Bien sûr, le public est effectivement majoritairement féminin, mais c'est quelque chose qui a tendance à changer depuis quelques années. Et au contraire, les hommes ont tout à fait leur place sur Pinterest. On a toujours besoin de contenu beaucoup plus varié, donc au contraire. Deux choses là-dessus. C'est vrai que Pinterest, si on regarde les chiffres actuels, on est à 65% de femmes pour 35% d'hommes. Donc il y a quand même 35% de 19 millions qui sont sur Pinterest. Il y a aussi l'idée que il y a quand même majoritairement plus de contenu féminin que masculin, donc c'est aussi au contraire une très bonne opportunité pour un créateur qui va venir faire du contenu. On a quelques comptes, il y a The Parisian Man qui a fait beaucoup de contenu, qui a été mis en avant et qui a fait grossir très vite sa communauté sur Pinterest. Et puis voilà, comme le disait Camille, on est aussi dans une phase où au contraire une partie des croissances de l'audience se fait notamment sur l'audience masculine. Et donc des cas d'usage qui vont être de plus en plus diversifiés. Donc au contraire, c'est justement intéressant de faire ça sur Pinterest. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clore ce webinaire. On va du coup vous envoyer la présentation pour que vous puissiez avoir tous les éléments, que vous puissiez aussi aller visiter les pages des créateurs qu'on vous avait sélectionnés. Encore une fois, si vous êtes intéressé pour participer à cette IDPins Creator Programme, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire sur le mail qu'on va vous envoyer à la suite du webinaire. Ce sera du coup vraiment un kick-off où on va rentrer beaucoup plus dans le détail pour se dire, voilà les fonctionnalités que vous avez à disposition. Voilà comment ça marche, même si on a déjà répondu à quelques questions, comment marche bien le référencement, quelles sont les inspirations du moment.
Et puis surtout, vous présenter les différents éléments qui pourront vous permettre de gagner les visibilités pour être partagés sur les écrans, pour être mis en avant sur l'onglet aujourd'hui de Pinterest, et vous aider du coup sur ce lancement qu'on sait toujours difficile pour un créateur d'émerger sur une nouvelle plateforme. Donc l'objectif ici, c'est de vous donner vraiment toutes les billes et tous les outils pour que assez facilement vous puissiez construire votre audience sur Pinterest en parallèle de vos autres plateformes. Donc voilà, on vous enverra tout ça. On vous remercie. J'ai vu qu'il y a quelques questions qui sont encore arrivées. N'hésitez pas à les noter et du coup, on pourra les adresser dans le prochain webinaire kick-off. Et puis, du coup, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.